Sarah Maison, western arabisant sur Binge On Air. Dans quelques instants, c'est le No Ciné Club. Mais avant ça, j'ai une petite annonce à vous faire de type réclame. C'est le mois de septembre et c'est aussi la première rentrée de votre adorable Marmot qui pleure toutes les larmes de son corps en refusant de vous lâcher au moment fatidique du « à ce soir » qui éructe un nom déchirant alors que vous l'abandonnez lâchement à son sort et que vous quittez la salle de classe sans vous retourner. L'émotion est un sentiment, je découvre le texte, de culpabilité vous envahissent alors que vous songez vous-même à votre première rentrée. Histoire de vous réconcilier avec la vie, vous avez prévu de regarder à la suite tout Alien, ce qui représente précisément 9h48. Alors pour tenir, vous avez intérêt à avoir un bon café. Et pour ça, on a un seul mot à vous dire, Kawa, notre sponsor. Kawa qui veille à vous proposer des cafés de spécialité de qualité torréfiés en France, qui peuvent être livrés en grains ou moulus. S'approvisionne, c'est un mot compliqué, en direct des fermes et coopératives, assure ainsi la traçabilité, la responsabilité de nos cafés. En gros, en plus d'être bons, ils sont éthiques et responsables et ça nous plaît d'ailleurs. On en boit à outrance ici. Vous avez maintenant normalement sur le compteur Twitch un petit compteur de café qui est par ici. Voilà, par ici, je montre avec mon doigt. Voilà, c'est ça aussi la télévision. Et avec le code promo BINGE, il vous offre, figurez-vous, un sachet de café pour un sachet acheté. Voilà, c'est fou quand même. Je pense qu'on peut y aller. Steven, arrête s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. Salut, c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui à son tour fait sa rentrée et profite de l'énergie colossale de ce marathon Binge On Air qui dure, on le rappelle, jusqu'à 17h demain. Pour notre part, on va pendant 50 minutes se prêter à un exercice que vous connaissez bien, le club, notre petit cercle de discussion jusqu'ici mensuel qui pour cette 5e saison de cet auguste podcast déjà va changer puisque désormais on va se retrouver tous les 15 jours, un jeudi sur deux en direct sur Twitch ici même pour faire ce qu'on sait faire le mieux, c'est-à-dire discuter de cinéma. On change notre mode de fabrication de nos épisodes. Le club... Ah mais qu'est-ce qu'il a mon texte ? Mon texte déconne, attendez, c'est un bordel sans nom. Où en étais-je ? Le club va régner en maître, nous servira à suivre l'actualité ciné sans avoir nécessairement l'obligation de consacrer un épisode entier à Avengers 7, car vous savez que ça nous agace à la longue. Ça nous permettra par ailleurs de trouver le temps par moment de faire comme on aime, de longs retours en arrière sur des sagas, des genres, des périodes de cinéma qui nous sont chères, comme Rambo au hasard, puisqu'on va en parler tout prochainement. Bref, c'est une belle et riche saison qui s'annonce avec tous vos intervenants préférés, dont 4 fiers représentants sont ici présents. Lélo Jimmy Battista, salut Jimmy. Salut Thomas. Perrine Kenson, salut Perrine. Salut Thomas. David Honora, salut David. Salut Thomas. Et Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Le dernier Tarantino, les sorties de l'été, tout un tas de digressions plus ou moins contrôlées, c'est le programme de ce No Ciné Club 17e du nom et c'est parti. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît. Avant toute chose, je le précise, pour les nouveaux, si vous nous suivez en direct sur Twitch, vous pouvez nous poser toutes les questions que vous voulez. On tâchera d'y répondre au fil de l'épisode. Mais pour l'heure, on va évidemment causer de Tarantino, puisque ça a été l'un des événements ciné de l'été. Once Upon a Time in Hollywood est sorti à la mi-août. On en avait parlé à Cannes. On a tourné autour via un double épisode commandé par Sony, fabriqué par David Honora, ici présent. Félicitations David. À chaque fois, on avait bien pris toutes les précautions du monde pour ne pas spoiler, ne pas aller trop loin. Toutes ces digues sautent à cet instant précis, puisque pendant une petite vingtaine de minutes à peu près, c'est open bar, full spoiler compris, pour nous dire, chers amis autour de cette table, ce que vous avez pensé de ce 9e film de Quentin Tarantino qui raconte, je le rappelle au passage, la trajectoire commune d'un acteur, Rick Dalton, joué par Leonardo DiCaprio, et sa doublure, Cliff Booth, incarné par Brad Pitt, tous deux confrontés au bouleversement qui secoue l'Amérique en général et Hollywood en particulier en cette année 1969. Alors côté Margot Robbie endosse pour sa part les traits de Sharon Tate, la comédienne épouse à l'époque de Roman Polanski, malheureusement connue pour avoir été l'une des victimes de la Manson Family, la secte organisée autour de Charles Manson qui l'a assassinée alors qu'elle était enceinte. Votre avis sur ce Once Upon a Time in Hollywood ? Qui veut commencer ? Bon David, tu en as parlé un peu dans 2 épisodes et un peu à Cannes. Donc on va peut-être faire tourner la parole. Perrine Kenson, tu veux en parler ? Non, tu veux te servir un verre ? Elle en a parlé à Cannes. Elle en a parlé à Cannes aussi, certes, c'est vrai. Bon allez Stéphane, c'est toi. C'est un film salvateur, formidable. Okay. Moi, je trouve assez, assez excitant à voir déjà dans une lecture simple, en fait, dans ce que ça raconte, quoi. Mais je trouve encore plus jouissif quand tu connais la carrière de Tarantino et quand tu sais ce qu'il a essayé de faire avec ce film-là, quoi. Il y a certains éléments, bon, je rentre vraiment dans la logique du spoiler, donc je repréviens tout le monde parce qu'on est vraiment dans ce truc-là. Attention à vous. Il y a en fait, ce qui est, je trouve assez formidable avec ce film, c'est qu'il y a une espèce de jeu entre la réalité et la fiction, qui est un truc que Tarantino a toujours plus ou moins fait dans sa carrière. Je parle pas vraiment de l'aspect uchronique, en fait, par exemple de la fin d'Inglourious Basterds, ce genre de choses, mais vraiment un jeu avec l'idée que, en gros, il se pose des questions sur les archétypes cinématographiques et qu'est-ce qu'il va en faire, quoi. Dans Pulp Fiction, par exemple, la question qui est posée, c'est on a 2 tueurs à gages.
qu'est-ce qu'ils font entre deux contrats? Eh ben, ils parlent de burger et de massage de pied. Est-ce que c'est sensuel? Est-ce que blablabla. Donc le truc, c'est qu'il y a cette espèce d'aspect chronique en fait qui est complètement repris dans Once Upon a Time in Hollywood. Parce que c'est aussi son premier film sur le cinéma à proprement parler, c'est-à-dire qu'il prend ça en toile de fond et qui parle vraiment littéralement de ça. Et quand on sait que c'est un gros cinéphile, bah en gros tu sais que normalement tu vas avoir un truc assez jouissif à voir, quoi. Et surtout un gros questionnement sur, je pense, ce qu'est le cinéma, ce qui est devenu le cinéma, ce que va devenir le cinéma à travers sa mise en scène. Donc voilà. Alors après, pour rentrer, je sais pas, dans les détails, c'est un peu compliqué d'en parler comme ça, mais moi ce que je trouve assez formidable, c'est que je pense que c'est un film qui, on a beaucoup dit par exemple c'est un film nostalgique, un film, moi je trouve pas en fait, c'est-à-dire que oui, par la force des choses ça peut être un film nostalgique parce que ça se passe en 69 et que donc c'était il y a 50 ans et qu'il y a une reconstitution et que maniaque de Tarantino, voilà, mais je pense que c'est le côté maniaque, on dit pas ça en fait d'un film historique comme Les 8 salopards par exemple, et pourtant cette maniaquerie et ce sens du détail est là aussi, quoi. Voilà. Là le truc c'est que je pense que ce que ce film dit en fait, c'est qu'il parle de la fin d'une époque, clairement en fait, qui était à l'époque dans les années 60 pour Hollywood, la façon dont les studios n'arrivaient plus du tout à gérer ce que le public voulait voir et ce que le public était en train de devenir, est-ce que la société était en train de devenir. Et je pense qu'il dit exactement ça sur notre époque actuelle. Donc c'est en ça que je trouve que c'est un film qui est assez moderne, comme assez souvent d'ailleurs chez Tarantino dans l'absolu. Je pense que quand il parle d'une époque, il parle d'aujourd'hui. Et en fait, le truc, c'est que quand tu arrives à lire entre les lignes de certaines choses, c'est assez fort. Moi, je sais qu'il y a tout un, par exemple, il y a cette espèce de, en fait, comme il y a ce questionnement sur le rapport entre la réalité et la fiction. Je pense qu'il questionne tout simplement, par exemple, ce que le spectateur peut penser des icônes. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme Sharon Tate ou Bruce Lee, c'est pas un hasard en fait qu'ils les utilisent vraiment dans ce récit-là, parce que et qu'ils les confrontent à des personnages qui sont complètement fictifs, qui sont les personnages de DiCaprio et de Brad Pitt. Et tout simplement parce qu'en fait, il pose la question de, par exemple, la longévité d'un acteur. Il y a un espèce de suspense dans le film qui est un peu étonnant et un peu inédit, j'ai l'impression. C'est est-ce que en fait le personnage de DiCaprio, qui est censé être un has-been, c'est ce qui est présenté dès le début, est vraiment un acteur de merde en fait et qui a passé son temps, ou est-ce que c'est un bon acteur? Et c'est un truc que tu sais pas jusqu'à ce que le film te donne la réponse en plein milieu. À travers en plus le personnage d'une petite fille qui a un espèce de regard assez pas neutre mais presque enfantin en fait sur le talent du bonhomme, et du coup c'est intéressant de se dire que le questionnement qui est posé à travers ce truc-là, c'est un truc qui renvoie à ce que Tarantino fait lui dans son cinéma. C'est-à-dire aller chercher des acteurs qui sont considérés comme des has-been par la plupart des gens à Hollywood, voire des spectateurs, le Travolta à l'époque, Pam Grier pour Jackie Brown, et en fait leur démontrer, de dire non, en fait la date de péremption n'est pas passée, quoi. Ils sont encore, s'ils sont bons, ils sont encore bons, et en fait je vais vous le démontrer, quoi. Du coup, ce qui fait que pour moi en fait cette gamine, en fait, voilà, mon appréciation de Once Upon a Time in Hollywood, c'est que, de manière générale, je suis désolé, je suis un peu décousu, mais de manière un peu générale, j'ai l'impression que les films de Tarantino sont des manifestes de quelque chose. Il essaye de faire le truc le plus définitif sur un sujet. Par exemple, le manifeste de cinéma d'exploitation comme Kill Bill, le manifeste du western avec Django ou Les 8 salopards. Là, c'est un manifeste du cinéma de Tarantino. Donc vraiment, c'est-à-dire qu'il va réutiliser tout un tas de trucs qu'il a fait dans son cinéma, qu'il est quasiment un des seuls d'ailleurs à faire. La narration par la radio dans Reservoir Dogs, il le réutilise ici pour la première fois. L'Uchronie finale, peut-être que mes camarades vont en parler. Et du coup, je pense que cette gamine, c'est littéralement Tarantino. C'est-à-dire que c'est vraiment Tarantino qui regarde cet acteur-là et qui lui dit moi, je crois en toi, je crois à cette capacité-là. Et du coup, comme il est aussi la personne qui compte le film, qui te raconte, parce que c'est un conte, ce film, Once Upon a Time, quoi, il était une fois, en fait, il lui écrit cette fin. Il lui écrit cette fin où la possibilité d'avoir une vraie carrière et de pas être fermé est là, quoi. Et en fait, à travers toute sa mise en scène, il joue constamment avec ces notions-là de qu'est-ce que le spectateur voit. C'est-à-dire que quand il fait une scène de tournage où tu as l'impression que c'est vraiment une scène que tu es en train de regarder la scène de la série télé qui sont en train de tourner, c'est en scope, c'est somptueux et des mouvements de caméra, d'un seul coup il y a un élément disruptif où le type se met à bafouiller, il demande sa réplique, et toi en tant que spectateur
tu sors d'un seul coup du truc et tu te dis en fait j'étais vraiment en train de regarder le tournage du film et non pas une séquence du film et donc etc. Il y a tout ce truc avec lequel il joue jusque dans cette finale où voilà, il réécrit en gros l'histoire entre guillemets à travers la fiction et pour moi à mon sens ce qu'il dit à ce moment-là c'est en réécrivant l'idée que la famille Manson n'a pas tué Sharon Tate et que c'est finalement ils ont rencontré sur leur chemin Brad Pitt et Leonardo DiCaprio qui sont deux personnages purement fictifs et c'est ces deux personnages de cinéma auxquels ils ont des reproches à faire puisque c'est la raison pour laquelle ils les croisent qui leur pètent la gueule parce qu'en gros c'est le cinéma qui pète la gueule à la réalité quoi. Et je pense qu'il y a vraiment une espèce de logique comme ça où de la part d'un mec comme Tarantino qui s'est fait pour le coup s'il y a bien un cinéaste qui s'en est pris plein la gueule depuis 25 ans sur la violence au cinéma etc. il a même pris le flambeau d'un De Palma, d'un mec comme ça aux yeux des médias, c'est lui et il leur fait non, c'est un gros doigt d'honneur, il fait non c'est pas ça, donc c'est moi qui décide, c'est mon film, je fais ce que je veux. Et moi, mes deux acteurs de cinéma, mes deux fictions, en fait, ils pètent la gueule à ce que vous pensez que c'est, en fait. Il y a même une logique très littérale, en fait, de ça, de la même manière que dans Inglourious Basterds, c'était le cinéma qui tuait Hitler. Là, notamment, il y a le personnage de Brad Pitt, en fait, vit derrière un drive-in, en fait, un cinéma en plein air. Et il y a même un plan dans la séquence où on le voit rentrer chez lui, où il traverse l'écran, c'est-à-dire avec un mouvement de grue et un effet de fondu au blanc qui donne presque l'impression que voilà, le personnage sort ou va et vient entre la réalité et le cinéma. Moi, donc, j'avais déjà parlé du film à Cannes et j'étais un peu mitigé parce que j'avais pris relativement peu de plaisir au premier degré. C'est-à-dire qu'en voyant le film, par rapport aux attentes que j'avais sur Tarantino et par rapport... pour moi, c'est clairement un de mes 2-3 réalisateurs préférés et chacun de ses films, voilà, je les ai vus des dizaines de fois et je prends énormément de plaisir devant. Là, je suis resté un petit peu sur ma faim au moment de le découvrir à Cannes pour, je pense, 2 raisons. Une première raison qui est que je considère que c'est un film qui est dans sa structure, dans sa forme. Pour moi, l'autre film précédent de Tarantino qui en est le plus proche, c'est Jackie Brown, qui est un film qui est déjà relativement linéaire. Il y a assez peu des effets romanesques qu'il y a notamment dans Pulp Fiction qui font des va-et-vient et qui brisent la chronologie du récit. Et aussi, en fait, le vrai intérêt du film repose assez peu sur le récit, mais sur la réalité de la vie des personnages. Et du coup, c'est des films qu'on prend plaisir en fait à revoir. Une fois qu'on a évacué en fait les enjeux du suspense et de qu'est-ce qui va se passer au bout du compte, on sait que en fait les 2 premiers tiers du film, voire un peu plus, ça consiste à vivre une journée avec les 3 personnages. Et du coup, ce qu'on va davantage apprécier, c'est justement tous les petits détails de leur vie, le temps qu'on passe avec eux. Et la deuxième différence depuis Cannes, c'est que le montage a été légèrement modifié. Il y a notamment 2 ajouts de séquences. Une première séquence où on voit DiCaprio discuter sur le plateau avec un autre acteur et parler du fait qu'il aurait pu éventuellement jouer dans La Grande Évasion. Et il y a un truc assez marrant, c'est une séquence où la tête de DiCaprio a été incrustée dans une scène de La Grande Évasion à la place de Steve McQueen. Cette séquence est assez intéressante pour mieux comprendre le personnage et pour moi surtout il y a un ajout qui a vraiment un effet hyper puissant sur le film et sur l'émotion que le film a dégagé pour moi. C'est une séquence où on voit Margot Robbie, donc, qui incarne Sharon Tate, prendre une autostoppeuse. Et en fait, ça étend toute sa séquence. Et du coup, il y a le film toute la première partie du film est un montage qui suit le quotidien des 3 personnages qui sont à des endroits différents. Et dans le montage cannois, la séquence de Sharon Tate était un petit morceau là-dedans. Et là, elle revient en fait dans le montage quasiment à hauteur des autres personnages. Même si, bon, ça c'est un autre sujet qui a pas mal été discuté
par la presse américaine, elle a peu de lignes de dialogue, ça n'empêche pas que son personnage est hyper intéressant, hyper vivant et hyper bien construit. Tarantino a expliqué notamment qu'il ne voulait pas faire de Sharon Tate un personnage de Tarantino, mais que ce qu'il a essayé de reproduire, c'est d'en faire une personne à part entière qui est justement confronté, comme disait Stéphane tout à l'heure, au personnage de fiction. Et en fait, cet ajout est intéressant d'abord parce qu'en termes d'équilibre, ça structure mieux le film. Je suis moins gêné par la fin qui change complètement de braquet et qui fait que voilà, pour moi, tout l'équilibre fonctionne mieux. Et puis aussi, ça crée une sorte de parallèle, notamment sur ce motif de prendre l'autostoppeuse, parce qu'il y a aussi le personnage de Brad Pitt qui a une séquence similaire où il va récupérer une autostoppeuse qui va l'emmener dans le camp hippie. Et en fait, ces petits éléments de montage, mine de rien, ont vachement changé ma perception du film. Et donc, ce qui était pour moi la troisième vision, j'avais vu 2 fois à Cannes et le redécouvrir là en salle à Paris après la sortie, je me suis pris finalement, c'est Perrine qui avait raison à Cannes, je me suis pris le film de plein fouet sur vraiment l'émotion. Et il y a un truc qui est hyper fort, c'est que au-delà du fait qu'on peut voir effectivement Tarantino dans le personnage de la petite fille, il y a aussi un côté un petit peu autobiographique dans le fait que Tarantino arrive à un moment de sa carrière où il peut se retourner vers le passé, vers sa gloire passée, et se dire est-ce que je suis toujours au top ? Et ça, dans certains moments du personnage de DiCaprio, c'est quelque chose qui m'a intéressé. C'est aussi quelque chose dans lequel le spectateur peut pas mal se projeter, de se dire finalement la vie elle file et au bout d'un moment est-ce qu'on sert toujours à quelque chose, est-ce qu'on n'a pas raté sa vie, etc. Et toutes ces thématiques fonctionnent hyper bien, et c'est pas forcément ce qu'on attend toujours du cinéma de Tarantino, mais c'est ici quelque chose qui fonctionne très bien, et c'est, pour boucler ce que je racontais, un autre lien avec Jackie Brown, qui était un film sur justement le temps qui passe, le fait de vieillir, et en particulier qu'est-ce que c'est que vieillir pour une actrice. Là, j'ai l'impression qu'il se pose la question à lui-même. Qu'est-ce que c'est de vieillir ? Qu'est-ce qui m'arrive ? Et voilà. Et par ailleurs, il va devenir papa bientôt. Donc peut-être que ça lui inspirera encore de nouvelles réflexions pour son prochain film. Perrine ? Non, quelle joie de le revoir, en fait. Parce qu'à Cannes, évidemment, je suis un peu d'accord avec David. Enfin, moi, en sortant de la salle, j'étais un petit peu circonspecte. Après, j'ai pris le temps et j'ai eu une sorte de... Voilà, ça a descendu et je me suis dit, non, en fait, j'ai vu quelque chose d'extraordinaire. Mais en le revoyant, il y a beaucoup plus de plaisir. Cette fois-ci, j'avais tout le plaisir qui venait avec. Donc, je reviens un peu sur ce que vous avez dit, parce qu'il y a des éléments sur lesquels je suis d'accord et d'autres où plutôt dans complément. Je reviens juste sur la petite fille rapidement. Je suis d'accord que potentiellement, c'est peut-être Tarantino ou quoi que ce soit. Mais ce qui m'intéresse, en lien avec ce que tu disais, Stéphane, c'est que, bien sûr, Tarantino, il parle de 69, mais il parle de notre époque. Et ça, c'est évident. Et quand il parle de la petite fille qui est en train de lire un bouquin sur Walt Disney, où elle dit que c'est le plus grand génie qui en arrive tous les siècles, c'est intéressant qu'il dise ça, là où on a une hégémonie de Disney à l'heure actuelle, et donc c'est un peu intéressant, il n'est pas aveugle par rapport à ça. Et donc il parle complètement de sa période actuelle, mais je trouve quand même le film nostalgique, c'est-à-dire pas nostalgique en disant c'est pas que du décorum, c'était beau les années 69, c'est pas juste qu'est-ce que c'était bien seulement les années 69, c'est ce que représente une sorte d'innocence de ces années-là, la fin de l'innocence du moins, c'est-à-dire que lui il aurait aimé que ça dure un tout petit peu. Ce qu'a fait Manson avec sa famille et avec le meurtre de Sharon Tate et du couple La Bianca après, c'est qu'il a buté définitivement dans l'esprit américain, du moins, ce qu'était le Flower Power, le Summer of Love, etc. Définitivement, les hippies qui étaient déjà en perte de vitesse sont enterrés, et l'idée qu'on puisse être positif et innocent, c'est mort avec Manson, en fait. Il a tout tué. Et encore une fois, quand un Tarantino, comme il l'a fait avec Inglourious, comme il l'a fait avec Django, où
il utilise la fiction pour réécrire l'histoire, et ben là il est en train de nous réécrire aussi un petit peu cette période comme d'habitude, où il va nous dire non, la fiction va nous permettre de pouvoir faire durer quelque chose qui était quand même assez joli, quelque chose que j'aurais aimé moi peut-être participer éventuellement. Et quand il filme cette série télé avec DiCaprio, il la filme sincèrement et c'est très très beau en fait, c'est-à-dire qu'il y a quand même une envie de cinéma derrière ça et un amour du cinéma, de ce cinéma, en tout cas de ce style-là qui est présent. Et c'est vrai que les personnages, peut-être encore moins que peut-être encore plus que dans ses autres films, sont presque plus métaphoriques que des vrais personnages. Sharon Tate, c'est pas Sharon Tate, bien sûr que c'est Sharon Tate, mais c'est avant tout une représentation d'une innocence, de la candeur. Il en joue d'autant plus qu'en fait il montre la vraie Sharon Tate à l'écran et en fait la fausse entre guillemets, la fictive en fait qui regarde ses. Et c'est la séquence, c'est une séquence absolument grandiose. Cette séquence où elle se regarde clairement dans le cinéma et que d'un seul coup elle prend le plaisir de voir les réactions qui sont derrière elle. Elle a un vrai plaisir de cinéma, elle a un vrai plaisir d'être actrice, elle a un vrai plaisir d'être là. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir ça parce que au début du film, on la voit arriver par l'avion, par le Pan Am Airlines. Et c'est un peu sa nouvelle vie. C'est-à-dire elle a fait un film en Europe et elle a une nouvelle vie qui l'attend, donc qui a été écourtée dans la vraie vie, mais qui, là, lui, une nouvelle carrière, quelque chose. Donc il y a un plaisir de cinéma et de nouvelle carrière. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le personnage de Leonardo DiCaprio qui lui-même va devoir faire un voyage en Europe pour finalement revenir avec un avion similaire, quasiment le même plan de la Pan Am, et on revient pour qu'il ait sa nouvelle carrière, sa nouvelle vie qui va se refaire. C'est un film qui croit très fort en ses personnages, qui croit dans la Renaissance, qui croit dans beaucoup de choses, et c'est un film pour moi donc nostalgique, un film optimiste aussi, un film qui est aussi très personnel, on l'a dit, parce que voilà, je suis assez d'accord avec David sur l'aspect, pourquoi pas, c'est un retour sur soi, de réfléchir, je vieillis, comment je gère la vieillesse, mais plus que ça, c'est le film de Tarantino qui cite le plus Tarantino. Il passe la vie à s'autociter dans le film, et c'est très touchant en fait de le voir s'autociter parce qu'il y a une sorte de... Alors c'est un petit jeu pour les fans, hein. On fait tiens, ça c'est marrant, ça c'est Inglorious, ça c'était là-dedans, ça c'était là-dedans. Donc on peut s'amuser à jouer à ça, mais en même temps il y a un côté j'ai fait ça c'est mon trajet. Et comment je peux continuer à me réinventer, comment je peux continuer à faire quelque chose de plus, comment je peux continuer à créer. Surtout qu'il joue la polémique, la polémique plutôt, le suspense de va-t-il faire un 10e film, ne va-t-il pas faire un 10e film. Moi, je souhaite très fort après ça, quand je vois un film comme ça, quand je vois le plaisir de cinéma qui s'en dégage, quand je vois la qualité de mise en scène permanente et d'actorat dans ce film, parce que quand même, c'est assez stupéfiant, je me dis, bien sûr que tu en as sous la pédale et bien sûr que tu vas continuer à créer et tu n'es pas seulement là pour te reciter et tu te cites à merveille. Comme il a cité les autres cinéastes et autres cinémas du monde entier depuis le début de sa carrière. C'est marrant qu'il s'inclue un petit peu dans cette histoire du cinéma. C'est de la prétention? Je pense pas. Je pense que c'est assez intéressant qu'il ait ce regard-là plus général. Il sait qu'il fait partie de l'histoire d'Hollywood aussi. Donc moi, je suis assez fascinée par le film. Je le reverrai une 3e fois avec une immense joie parce que, en effet, la première vision, j'en attendais tellement fort quelque chose. Il y a un effet de hype, hein, clairement, qui était là et qui gâche un peu le plaisir. Là, c'est du pur plaisir de spectateur, c'est jubilatoire à plein de moments, la façon dont il se sert de l'histoire, la vraie histoire pour réinventer l'histoire, parce que littéralement les pick-up comment on appelle ça, de personnes qui font du les autostoppeuses en l'occurrence, c'était une technique de Manson, c'était totalement une technique de Manson. Il joue tout le temps sur ça parce que par exemple la phrase que sort oui, c'est la vraie phrase qu'avait sorti je suis le diable, je suis le diable, et voilà, en fait il en joue parce qu'il en joue jusqu'au moment en fait où il va vraiment disrupter le truc et changer. Mais je trouve ça très intéressant, comme ça il n'oublie pas ce qu'était la réalité du truc, mais en même temps il crée pas un suspense dégueulasse sur va-t-il tuer ou ne va-t-il pas tuer Sharon Tate. Ça n'est jamais la question du film et ça aurait été un peu dégueulasse. Et là, il le fait jamais. Tout ce qu'il nous dit, c'est voilà, le contexte c'était celui-là, mais l'issue n'était pas obligée d'être celle-là. Et c'est assez joli parce que finalement, quand Sharon Tate, cette scène de l'autostoppeuse qui n'était pas, c'est intéressant qu'elle y soit parce que ça voudrait dire qu'elle avait déjà rencontré ses bourreaux, d'une certaine façon. Parce que c'est pas la même personne, mais c'est une des filles de Manson. Et je trouve que voilà, il y a une. Puis même, je vais pas dans le film, c'est pas. Il me semble pas que ce soit une fille. Moi, je crois que c'est une des filles de Manson. C'est une fille lambda, et puis elles se disent bonne chance pour tes. Mais après, ce qui est intéressant, c'est une fille lambda. Je suis pas sûre. C'est une hippie quoi. Elle aurait pu, mais en tout cas c'était les méthodes quoi. Et ce qui est assez intéressant, après j'en reviens pas sur l'idée de la fascination d'Hollywood et d'avoir toutes ces filles d'eux dans le casting. C'est un petit peu marrant de se dire voilà, il est quand même dans la descendance d'Hollywood, de ce que c'est d'Hollywood, qu'est-ce qu'il en reste. Et non, je trouve que c'est un film. Moi je pense que c'est un film qui pose cette question, de toute façon à la fin, c'est-à-dire qu'il dit vous êtes vraiment sûr que vous voulez qu'on aille dans cette direction? Parce que moi proposer une uchronie comme ça, proposer en fait un Hollywood alternatif,
c'est une manière de parler d'aujourd'hui. Vous voulez vraiment, ça c'est quand même un sujet qui ramène régulièrement sur le tapis. Il a fait tout un discours là-dessus à l'époque des 8 salopards sur pourquoi il a shooté en 70 mm, etc. Donc en fait, il a. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une forme de nostalgie, c'est qu'il aimerait bien. Mais le fait de citer Disney, c'est là aussi où c'est très pertinent, effectivement, parce que Disney à l'époque, il avait parlé carrément du moment où Disney avait fait chier sur le cinéma Radrome, tu vois, où il devait passer le 8 salopards parce que c'est du 70 mm, et en fait Disney a insisté auprès de cinéma Radrome pour passer Star Wars le plus de temps possible, tu vois, et du coup en fait baiser la programmation du film. Mais du coup en fait il y a tout un truc comme ça où je pense que vraiment même si c'est moi le seul moment où il est pas du tout fin, on va dire, c'est sur ce qu'il pense des hippies et du flower power. Moi je pense que c'est assez clair, tu vois, mais en même temps on n'a pas tous envie de dire putain de hippie. Non, mais voilà, mais le truc c'est que lavez-vous les cheveux comme dans SS 117. Non mais voilà, mais par contre le truc c'est que pour le reste il est d'une finesse, je pense, qui fait passer pas mal de choses en fait, parce qu'il travaille à Hollywood, il sait mais même, je vais pas revenir là-dessus, mais bien sûr qu'il parle de MeToo quand on a le personnage de Brad Pitt. Le personnage de Brad Pitt, c'est comment on réexiste après un scandale, comment on réexiste après quelque chose. Voilà. C'est absolument, c'est quand même un. Et il ne donne pas la réponse, contrairement à ce que la plupart des gens ont l'air de penser. Pas du tout. Il ne donne pas la réponse. Il te met la réflexion. Il te met en réflexion. Il te donne pas la réponse. Et ça reste, pour moi, c'est un très 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 grand film. Jimmy. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter mes camarades parce que en fait, contrairement à eux, moi j'ai adoré le film, c'est même, je pense, un des meilleurs films que j'ai vu depuis 12, 13, 14 ans, mais j'aimais pas Tarantino plus que ça. Je prends du plaisir à regarder ses films, mais j'ai toujours l'impression de voir quelqu'un qui me fait un exposé, quoi. J'ai un peu la même culture, j'ai cette culture là aussi du cinéma d'exploitation, donc je reconnais les références, etc. Mais ça m'intéresse pas qu'on me sorte des références, en fait. J'ai envie qu'on me raconte un vrai truc perso. Là c'est la première fois que j'ai l'impression de voir un film de lui qui est à la fois hyper perso et en même temps hyper universel, et c'est ça qui m'a plu, quoi, en fait. Moi à la base j'y allais vraiment, en fait, pour dire la vérité, j'y allais uniquement à cause du Los Angeles porn, quoi, parce que je suis un peu obsédé par Los Angeles au cinéma et par cette période là en plus, donc j'y allais vraiment juste pour ça, parce que je me suis dit c'est Tarantino, je vais pas aimer, voilà, quoi. Et le résultat, c'est oui, effectivement, c'est peut-être le meilleur truc que j'ai vu depuis 15 ans. Je dirais 15 ans, ouais. 15 ans. Ouais. On est monté jusqu'à. Oui, 15 je veux dire 15. C'est rond. Non, mais je pense que. 12, 13, 14, 15. Allez, 2001, 2002 par là. Celui juste avant, c'était quoi ? Je ne vais pas le dire. Okay. Et tu gardes la surprise pour une autre fois. Et t'étais servi pour le Los Angeles porn, pour le coup. Ouais, alors justement, c'est ce que je disais à Stéphane, c'est qu'en fait, j'avais surtout la crainte que ce soit toc, qu'on sente la reconstitution, et pas du tout, en fait. C'est vraiment. Bon, après. Il y a 100 patates. Voilà, c'est aussi un des plaisirs du film, pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, voir un type qui a le pouvoir de mettre 100 millions de dollars dans un film pour faire de la reconstitution, pour faire de la mise en scène, pour faire du truc, et puis en plus quelque chose qui est complètement, pour moi, qui vient complètement du cœur. C'est-à-dire qu'il le dit sur quelques détails spécifiques, il raconte que, en gros, quand il était gamin, tous les trucs où il entend la radio, c'était un truc où c'est un truc de parce que Los Angeles c'est une ville autoroute, quoi. Donc tu es obligé de prendre la voiture pour aller d'un point A à un point B tout le temps. Et en fait, en gros, le truc c'est qu'à un moment donné, Perrine vit une partie de l'année. Bien sûr. La taille. Et du coup, un des plaisirs, c'était d'écouter la radio et des trucs comme ça. Et lui, c'est les trucs dont il se rappelle quand il avait 5 ans. Et ça, c'est justement un truc que j'ai adoré. C'est-à-dire que un truc qui me gave généralement chez Tarantino, c'était ce côté dès qu'il y a un morceau, c'est un clip quasiment qui commence. Ouais. Et là, en fait, c'est vraiment. Il y a même des fois des morceaux qui se comprennent plein mieux parce que le mec vient d'arriver avec la voiture et il coupe la radio, quoi. C'est tout. Et en fait, il y a vraiment ce côté. Bon, après, c'était cool aussi qui ramène un peu sur le devant de la scène un film, la Model Shop de Jacques Demy, qui est super pour ça aussi, mais bon, pour le coup, qui a un très beau film, mais pas un très bon film, quoi. Il y a pas mal de questions sur le chat autour de Tarantino, notamment sur un sujet qu'on a commencé à aborder avec Perrine. On nous demande ce qu'on pense de l'impact qu'a eu Weinstein et MeToo sur ce film, même sur sa carrière, parce que Tarantino a été accusé d'être un pote, d'avoir protégé un peu Weinstein et aussi de mettre la vie de ses actrices en danger. Et donc on a commencé à y répondre un peu. L'impact, il est assez clair, en fait. Il en parle assez frontalement, quelque part. Il en parle, en tout cas, le personnage de Brad Pitt, sans ambiguïté, aborde ce sujet-là, clairement. Mais c'est ce qu'on disait avec Stéphane, c'est qu'il n'y répond pas et il est prudent et il a raison de cette façon de l'être. Il a raison d'être prudent parce que de toute façon, j'ai envie de dire que peu importe la réponse qu'il donnerait, elle serait forcément analysée, disséquée, et la preuve, là, il n'en donne pas, et c'est analysé, disséqué. Il n'est pas question de discuter sur le fait que Weinstein est un gros dégueulasse. C'est pas ça la question. Non, la question, elle ne se pose pas. En fait. Après, quel impact ça a eu sur sa carrière à lui, Weinstein en réalité, pas grand-chose. Oui, ça ne l'a pas empêché d'être... Après, je pense que ça a un impact personnel important sur Tarantino, qu'il a dû se remettre pas mal en question, en tout cas dans les mois qui ont suivi la sortie de la
l'affaire. La manière dont le sujet est traité dans le film est assez intéressante parce que elle est traitée de deux manières autour du personnage de Brad Pitt. Il y a d'une part une ambiguïté sur le fait qu'il aurait tué sa femme. Donc c'est la rumeur qu'il y a sur les plateaux, et donc tout le monde autour de lui se méfie de lui en disant il a tué sa femme, et surtout il s'en est sorti. Qui déjà est un questionnement, voilà, sur le rapport à la justice, etc. Ça pose aussi une question pour le spectateur, c'est-à-dire que est-ce qu'il a vraiment tué sa femme, ou est-ce que c'est la rumeur qui court et en fait c'est pas vrai. Dans le film, Tarantino maintient l'ambiguïté parce qu'il y a une séquence dans lequel on voit en fait Brad Pitt sur un bateau avec un lance-harpon, et la séquence est coupée après, sachant que de toute façon justement la séquence dont je parlais tout à l'heure de la grande évasion signifie que les séquences dans le film en plus n'ont pas du tout vocation à être la réalité en fonction de qui raconte à quel moment, etc. Donc il y a cet aspect-là, et ensuite il y a une autre séquence importante quand il prend l'autostoppeuse en voiture, qu'elle lui dit tu veux pas que je te fasse une petite pipe, et il lui répond t'as quel âge, et elle lui dit je suis assez vieille pour m'occuper de toi, mais lui il est trop vieux pour aller en prison à cause d'une fille. Et en fait il y a ce truc qui déplace en fait les questions morales de l'ère MeToo sur le plan juridique. Ça, je ne sais pas encore trop quoi en penser. Ça me pose pas mal de questions. Il n'y mais a pas de réponse à donner. En fait, je pense qu'il y a un jugement moral que le spectateur doit prendre vis-à-vis de ce que Tarantino pose. Le fait que, en fait, on n'est pas obligé, le cinéma, il n'est pas obligé d'apporter les réponses à tout. Par contre, il a, quand c'est bien fait, le droit et le devoir, en fait, même des fois, juste de poser des questions, quoi. Et en fait, le truc, c'est que c'est ce que fait Tarantino, c'est-à-dire qu'il te met face à ton truc, et il y a des gens qui, d'entrée de jeu, te disent ouais, mais il a tué sa femme. Et tu fais, mais non, c'est pas dit, le film ne le dit pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est comme, en fait, pour moi, c'est là où il est très fort, en fait, Tarantino, c'est que à l'époque de Reservoir Dogs, par exemple, t'avais des gens qui soutenaient, mais mordicus, que la scène de l'oreille tout coupée, elle était ultra graphique, ultra violente, alors que t'as littéralement dans le film un mouvement de caméra qui va sur la gauche pour te cacher la scène. C'est-à-dire, en fait, il y a un regard caméra, entre guillemets, quoi. Enfin, pas regard caméra, mais la caméra est le regard du spectateur, et le spectateur détourne le regard. Tarantino détourne le regard sur la scène, et t'as des gens qui te soutenaient que la scène, elle est d'une violence insoutenable, etc. Parce que c'est parce qu'il y a deux versions. Non, il n'y a qu'une seule version dans Reservoir Dogs, c'est celle-là. Et le truc, si tu veux, c'est que comme dans le premier Mad Max où les gens étaient persuadés d'avoir vu la tête du bébé, etc. Donc en fait, tu as tout un truc comme ça en fait autour de ça où ça devient un truc collectif, de vision collective. C'est un grand réalisateur parce qu'il sait avec lequel il joue, il sait jusqu'à quel truc il peut pousser le truc, et il a sa réponse, lui. Si les gens lui disent mais en fait le personnage de Brad Pitt, tu dis qu'il a tué sa femme, il dit non, je le dis pas. Même si lui il sait ce qui s'est passé, puisque c'est lui qui a écrit l'histoire de ce film. Et juste en fait, le simple fait de poser cette question-là, c'est de manière générale en fait renvoyer les gens à leur propre fonctionnement vis-à-vis du MeToo, en fait, c'est-à-dire de savoir en fait où est-ce qu'on doit juger en gros vis-à-vis de la justice, ou est-ce qu'on doit juger vis-à-vis du jugement moral et social général, quoi. Et je trouve qu'à travers la voix à travers la voix de Brad Pitt, il dit quelque chose, parce que ces personnages, encore une fois, je les trouve très métaphoriques, hein, ils racontent autre chose, et la réplique la plus régulière presque de Brad Pitt, c'est on lui dit ah bah t'es un bon copain, il fait oui, j'essaye de l'être. Et j'ai l'impression que c'est Tarantino qui, vis-à-vis de ces histoires-là, en tout cas vis-à-vis de Weinstein ou d'autres, il va être là, j'essaie d'être un bon copain, et pas du tout être dans un jugement ou un procès ou avoir un avis tranché. J'essaie juste d'être un bon copain. Et il y a quelque chose qui est un petit peu... c'est une sorte de prise de distance que je trouve assez honnête de sa part. En tout cas, je dis pas que c'est bien ou mal, je dis juste que c'est honnête. Le temps a passé très très vite, chers amis. Il va nous rester une petite dizaine de minutes avant de passer la main à Charline Roux et à toute la bande de We Love Série. Ce serait quand même un peu triste qu'on se quitte sans une des belles habitudes de cette émission, c'est-à-dire le jeu. Hein. C'est notre plaisir à tous, je crois. Donc on va faire un petit jeu. Show me what you got. Et comme on est sur Twitch, on peut équiper un peu notre habillage, on peut faire des équipes, c'est hyper sympa, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas à la régie vidéo. Vous confirmez, les amis ? C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Okay, oh là là. super. Ah là, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Je crois qu'on peut même choisir des noms d'équipes. Est-ce que c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Alors il faut que vous choisissiez un nom pour chacun des duos.
Stéphane et On a David. vraiment que ça à faire. On là. est les deux palmos. Les deux palmos. Deux Les palmos. deux, On est quoi, nous deux palmos. Je sais pas. Les deux deux palmos. palmos à ma gauche. Et Jimmy et Perrine. les ours bipolaires. Les ours bipolaires. Ok. Non, mais En fait, c'est le nom de ton groupe au collège. ça. Exactement, c'est mon groupe au Grosse naturel. révélation. c'était le groupe de punk hardcore de Jimmy Ouais. à Saint-Loup-sur-Semouse. Exactement. Donc ce sera un quiz. Ce sera un quiz qui va mélanger un peu toutes nos petites habitudes de jeu. C'est-à-dire qu'il y aura des questions, il y aura du blind test, il y aura un peu de VF aussi, parce que ça fait partie du plaisir. Le thème principal, c'est, je vous le donne en 1000. Tarantino. Et ouais, Oh, Quentin putain. Tarantino, t'es trop fort, t'es trop fort. Ah. Est-ce que tout est Je suis désolé, prêt Pierre. de votre côté, cher Super. Solène Moulin? Oui, c'est super, on est super. Je vais essayer de gagner. Ok, alors attention, c'est Ah, parti mais l'autre, pour il la a tout révisé. première Oui, c'est ça. question. Si vous m'écoutez pas, on va pas jouer du coup. Hein. Première question. Quel est le nom de l'organisation de tueuses au cœur de l'intrigue de Kill Bill? Les divas. Non, c'est Non, les Five. Snake quelque chose. Les divas. C'est ça Ouais, les Mais divas. quel est Ah, l'acronyme? ouais, Ah, alors le je sais Deadly, plus. Les Deadly, International, Snake Hyper Venom. Assassination Squad. Five Five Deadly- Deadly- Five Je Deadly viens de- Venom. Je sais pas, c'est pas. Non, c'est Non, pas c'est non, pas Five. Divas, c'est Deadly International Assassination. manque un Venom, V. il y a Squad. Venom. Il y a Venom Viper dedans. Squad. Ah, bon, Viper Viper- Assassination je vais Squad. accepter le point. Viper Assassination Squad. Voilà, c'est Deadly Viper Assassination Ouais. Squad, c'est ça. C'est beau. C'est ça, Bravo. c'est ça, bravo. Donc ça fait un point pour les deux palmos. Deuxième question. Dans Pulp Fiction, lorsque Tarantino est à l'écran, car il est à l'écran comme dans la plupart, voire l'intégralité de ses films, qui est derrière la caméra Oh putain. dans Pulp Fiction? Qui tourne les scènes où Tarantino Bah, le chef-op. Ah non, c'est un réalisateur. Roger Avary. Non, c'est pas Roger Avary. Un autre réalisateur Un autre réalisateur. T'es sûr de ton coup là Je suis sûr de mon coup. Voilà. Qui était Qui l'aurait J'étais sur le tournage. Jean-Marie C'est Poiré. un copain C'est un copain, un réalisateur copain. À qui il a fait beaucoup de choses. Robert Rodriguez. Rodriguez, ouais, parce que Ah, j'allais bien dire sûr. ça. Ah, c'est Robert Rodriguez. Un deuxième point pour les deux J'allais le palmos dire. qui s'envolent en Ça tête. m'a, en tête j'ai du jamais entendu classement. parler de ça. Ouais, Ah, mais j'ai écoutez, des doutes ouais, qu'il est. écoutez, Ouais. c'est une info trivia que j'ai trouvée sur internet. Donc aussi bien c'est Ouais, bah voilà la source. Internet. Il mangeait un Internet sandwich gratuit, derrière en la plus. caméra, On s'en c'est fout. ok. Une voiture traverse littéralement l'œuvre de Tarantino puisqu'on la retrouve à la fois dans Pulp Fiction, dans Un Jackie Cadillac. Brown, dans Kill Bill. De quel modèle de bagnole s'agit-il? Une Mustang. Non, c'est pas une Mustang. Elle est dans Pulp Fiction, elle est dans Jackie Brown, et même c'est la voiture que Pam Grier conduit. Une Chevrolet. Ah, Non, J'ai tout tenté. hein. Ouais, je me rappelle plus. hein. c'est ouais, mais moi j'y Voiture connais rien en blanche. voiture. Une Chrysler. c'est une voiture blanche. Ah, c'est la voiture de Bruce Willis dans Pulp Fiction. Tout à fait. C'est pas une Peugeot 504. C'est pas du tout une 504. Putain, je me souviens plus du tout. Une DS c'est- Citroën. Ah, il y a des gens qui disent Ah, une 106 non plus. non, mais Une c'est autre pas la Dodge vidéo, Challenger. c'est pas c'est- C'est-à-dire refaire tout Tarantino avec des 106, ça serait un truc que Ce j'irais serait voir. intéressant. Ouais, ce serait Une Bah, intéressant. Trabant. c'est Luc Besson. Je- Luc Besson l'a je- fait. ouais, de loin. Je vais mettre un terme à votre souffrance. C'est une Honda Civic. Ah. En fait, c'est la voiture des papas-mamans, ça, en plus. C'est ça. Ouais. C'est pas grave. T'as des vraies questions ou- J'ai des vraies questions. Non, j'ai que des questions comme ça. Tu me connais. Tarantino a écrit le scénario d'une nuit en enfer pour un but bien précis, obtenir notamment une faveur de la part d'une société d'effets spéciaux. Est-ce que vous KNB. savez- Oui, mais est-ce que tu sais quelle faveur il s'agit? Oui, c'était pour faire les effets spéciaux de. En fait, il leur a filé le scénar d'une nuit en enfer pour en contre les effets spéciaux de Reservoir Dogs. C'était notamment l'oreille coupée, mais en fait, les mecs pensaient que ils se sont dit, enfin, KNB se sont dit, c'est super, on a juste une oreille coupée à faire. Et en fait, ils avaient oublié qu'il y avait un personnage qui est en train de crever Oui. avec dans son sang en fait pendant Ouais, tout le c'est film et qui devait être là tous les jours. Donc du coup, Oui. il a eu un bon deal là-dessus quoi. C'était Ah, pas bien mal. ouais. Effectivement, Ok. c'était Mhm. ça. Un point de plus pour les deux L'histoire. Palmos. C'est une écrasante victoire. Non, pour mais je l'instant, l'avais, c'est pas Rodriguez, fini. c'est juste, C'est la vrai, remontada. Mais on a dit que c'était pas une vraie, c'était pas un vrai trivia, que c'était une invention. Oui, mais j'ai les fausses réponses. Moi, j'ai les fake C'est pas grave, answers. ça compte des points quand même. C'est moi qui ai le chef. Et je pensais qu'il avait fait le film pour pouvoir boire de l'alcool sur les pieds de. Comment il s'appelle De Salma Hayek. De Salma Ouais, Hayek. C'est possible C'est aussi. une bonne raison. Il y avait deux raisons. Une facile. Dans Inglourious Basterds, qui réalise le film La fierté de la Et nation? l'Airos. Et l'Airos, C'est ouais. l'Airos. Ah là, Perrine. En fait, il a à chaque il fois. a que des réels de merde qui font 5 des trucs à sa centimètres derrière place, la ouais. balle. Ah, moi, c'est la théorie de la belle fille du lycée Non, qui non, il n'y a pas de. Check. Si, allez, ouais. Check. Allez. de Boudin. C'est Elairos, effectivement. Un point de plus pour les deux palmos. Non, mais donne-lui, elle l'avait trouvé. Ouais, donne-lui. elle avait c'est- trouvé. Par C'est tout, c'est tout. Je suis bonne joueuse. ce sont Elle les part avec un règles handicap, du je te jeu. rappelle. Elle part Moi, avec j'aime un pas handicap Tarantino. physique. Elle est blessée. Voilà. Elle est Et blessée. en plus, c'est un peu physique. Ça m'allait pas blesser au et cerveau. Jimmy n'a pas vu un seul film de Tarantino. On continue avec l'une des petites perversités que j'ai. Moi, vous connaissez ma passion pour les doublages français. Alors, vous allez me dire de quel film est tiré cet extrait en VF. Et c'est évidemment une réalisation de Quentin Tarantino. Ça vous fait quoi, vous Boulevard de la mort.
Jackie Brown. Jackie Brown. Oh, le premier Alors, point je- pour je- les je- sourcils polaires. Je l'ai revu il y a 3 jours, c'est pour ça. La Ouais, remontada. Et il l'a revu en VF. Et je l'ai revu en VF, exactement. C'est vrai Parce qu'il me fallait des répliques. Non, mais j'en avais besoin pour autre chose. Ça part de là. T'as une vie fascinante. Ouais. Étonnant cette vie que tu as, Jimmy. Bon, allez, histoire de finir en beauté ce jeu, on va combler de joie David Honora ici présent, parce qu'on va faire un peu de blind test musical. Ah non. qui est quand même sa, Ah là là. c'est quand même sa spécialité, il faut le savoir. Donc il y a 3 points à prendre en tout, Oh, mais putain. parce On va qu'en fait, perdre, ça y est. non, Devinez le il y a un film. truc en plus, parce qu'il y a donc il va y avoir 3 extraits des BO liés à, je précise, liés à l'univers de Tarantino. C'est pas que des films qu'il a réalisés. Ah bah oui, bah, Il tu faut cherches trouver le Des film trucs ou il genre faut trouver sang-froid. Et l'interprète. justement, laissez-moi finir, il y aura 1 point par film trouvé, mais il peut y avoir 1 point en plus si vous trouvez le nom de l'interprète. Ok, Ok. c'est Moi, clair. je connais c'est pas pas mal. l'interprète, je connais Enrico Macias et je crois pas qu'il ait fait des trucs dans C'est- l'univers de Tarantino. Pour l'instant, c'est pas ça. Ok, très bien. Mais ben, c'est je nos vous ciné, pro- hein, c'est pas rigolo. Merde. Je vous propose qu'on commence avec le premier extrait. Bah, ça, Leonard c'est dans Cohen. Natural Born Killer. Léonard et Cohen et c'est dans Natural Born Killer. Ah, je vais Léonard, donner un un point à chacun. point à chacun. Un point à Ouais. chacun. Et Je suis deux désolé parce pour que moi nous. je vais avoir l'interprète en premier. hein, donc, Ouais, mais voilà. c'est pas grave. Logique. Écoute, ça Ouais, mais vaut moi, ça j'ai vaut un trouvé point le quand même. Je pensais que je serais bonne à ce truc-là, je suis deck quoi. Ok, bon, ça fait 1 point chacun, c'est déjà pas mal. Vous n'allez pas vous battre. Deuxième extrait. Ah bah le Green Hornet. Kill Bill. Et ben, ça fait Green encore Hornet. 1 point chacun. Oui, effectivement, c'est le thème de Green Hornet. Mais est-ce que vous sauriez me dire qui est l'interprète de ça, du thème de Green Al, Hornet Green Jones, Al Ah non. Jones, Al Quincy Jones, Non. Al quelque chose, C'est pas Al Al quelque chose. Al Hurt. Al Hurt, voilà. Ah, mais j'accorde ce point pour l'effort. Et Al pour- Jones. effectivement, pour le Al Quincy Jones, qui je ne sais pas d'où il est arrivé, mais il était vraiment très très bien. Al Hurt, oui. Il reste un dernier morceau, je vous propose qu'on l'écoute. Truc de cow-boy. Une pub pour les céréales de cow-boy. Pas du tout. C'est dans les experts. Non. Dolly Parton. Non, c'est pas de Ah, c'est un film de Tarantino, non? C'est un film de Tarantino. C'est un film de l'univers Ah, de c'est Tarantino. Non, donc, ça c'est un film de Tarantino, Ah bon réalisé par Tarantino. Ah, Bah, Boulevard de. Non. Non, dans Once Upon a Time? non. Je connais le morceau. Non. Moi aussi je connais. Ouais. Bah, Les- c'est une reprise, donc c'est les une huit salopards reprise d'un morceau très connu. les Non. 8 salauds. C'est Je vais dans- tous les dans faire, hein. Django Unchained? Tu avais dit quoi juste avant? Avant, j'avais dit Once Upon a Time in Hollywood. Non, c'est pas Mais dans Django Unchained? Non, c'est pas dans le Django. Réservoir Dogs. C'est dans Reservoir Dogs, bravo. Ouais, Ouais, mais à ça quel fait C'est moment pas dans le film. Mais ça fait partie des morceaux de la BO de Reservoir Dogs, Ah. excusez-moi. Non, alors Et non. c'est donc, Mais et ça c'est l'interprète, je sais pas si tu l'auras dit. C'est pas C'est une Reservoir Non, reprise je d'Harvest- reconnais- c'est une reprise d'Harvest Moon de Neil Young. Ah oui, ok. Putain, je Mais sais c'est pas pas partir dans sur les ce morceau. Reservoir C'est Dogs. pas dans le film. C'est dans Mais toutes c'est les dans le BO CD. officielles. Non, mais c'est pas dans le CD, j'ai le CD, j'ai le vinyle, c'est pas la C'est que dans les années 90, Ah, tu ils t'en mettaient souvent souviens des pas morceaux Non. inspirés par le film. Bah, tu c'est sais. Bedlam qui reprend Harvest Ok, Moon, non, c'est non, sûr. ça me vient, ça n'aurait pas J'avais dit que trouvé. c'était autour de l'univers, donc voilà. J'avais même pas Eh, capté ça, que c'était ça, Harvest ça, Moon. Flûtasse. ça, Il c'est y a pas quand du même tout des de la questions flûtasse. qui ont l'air un peu flûtes. Hein. Ouais. Arrête, tu Ouais. cesses tout de suite. Tu Ouais. cesses tout de suite. 5-4, on termine à 5-4. Ah, c'est pas passé ça. loin. C'est pas- ça va encore, c'est honorable, Bipolaires, vous êtes honorable. pas mal. C'est 5 pour David nous honorable. C'est Non, quatre. quatre. Non. C'est 4 pour vous et 5 pour Exagérons. les deux palmos. Surtout avec des termine sur questions une- à la Wallah. Là, Non, tu te calmes. Écoutez, dans quelques instants, on va Terrible victoire à la laisser Pyrrhus. la place. Non, c'est très bien. On va laisser la place dans quelques instants à Charline Roux et à l'équipe de We Love Série. Je veux quand même préciser que notre ami Léo Jimmy Battista, qui nous fait l'honneur de sa présence, a une actualité chargée en cette fin du mois de septembre, puisque tu as un livre qui sort. J'avais J'en promis ai que je te deux. ferais J'en un ai instant deux. promo. Tu as 2 livres qui sortent. Et décidément, Non, mais j'en ai un, Qu'est-ce oui, qui se en passe septembre. qui s'appelle Tué par la mort, Ouais, qui sort chez exactement. Hachette et qui Chez sera une anthologie des Ouais, morts des morts stupides incongrus au cinéma. cinéma. Ouais. C'est ça. Incongru, je préfère le terme. Incongru, voilà. Stupide, il y a un côté. Les morts au c'est vrai. lance-flamme, Il y a un côté, t'en avais beaucoup? Non, justement, tout ce qui est choses qui tuent, en fait, n'y sont pas. Ah. Voilà. Et J'en la veux boîte de tous. conserve, peut-être? Par contre, j'ai une bonne histoire de lance-flamme dedans, avec un nazi, avec qui je fais les Ah déjeuners. bah, on Voilà. est dedans. Je suis allée déjeuner avec un nazi. Cette phrase est géniale. Ça aurait été hyper étonnant que Et vous êtes dedans, évidemment, vous êtes remercié à On la est fin. remercié. Alors, en plus, Ah, la fin, c'est un twist Ça final fait plaisir. qui révèle plein de choses. C'est génial. Ça, c'est vraiment sympa. Et ben écoutez, merci à tous. On se retrouve pour notre part pour un prochain No Ciné Club dans 15 jours, le jeudi 19 septembre. Ce sera sur Twitch aussi. On vous donnera l'horaire évidemment et tous les détails. Mais dans un instant, c'est We Love Série et nous on vous dit à très vite. Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou. Enfin, si ça te plaît.